Les thèmes du 22h ce soir, la gauche réunie autour de la question des retraites. NPA, Parti de gauche, Parti communiste vert et PS se réuniront ce jeudi pour protester contre la piste d'un report de l'âge légal de la retraite, dévoilée par le journal Le Monde et aussitôt démentie par le gouvernement. C'est une forme d'union nationale en France sur le plan d'aide à la Grèce. Parlementaires, EMP et PS, excepté les communistes, s'apprêtent à voter ensemble ce soir le volet français de l'aide. Toute l'Europe se mobilise en échange de sacrifices grecs. Notre invité pour en parler, l'économiste et essayiste Nicolas Bavray. Et puis aux États-Unis, le combat contre la marée noire se poursuit avec une météo plutôt clémente ces jours-ci. Nous en parlerons avec le journaliste américain Ted Stanger. Voilà pour tous les thèmes que nous développerons ensemble ce soir et pour tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est en images et c'est avec Pierre Bond-Joseph. Ce soir, cet homme qui ôte son pull est l'homme le plus recherché des États-Unis. Ces images de vidéosurveillance, la police new-yorkaise se les passe en boucle. Elle recèle peut-être des informations capitales dans l'enquête sur l'attentat raté à New York samedi soir. Aujourd'hui, le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué cette attaque manquée. Le dispositif artisanal découvert dans le véhicule garé en plein Times Square ne porte pas la marque du terrorisme international. La police ne privilégie donc aucune piste. Attention, le revoilà alors que les ministres des Transports de l'Union se réunissaient aujourd'hui à Bruxelles pour tirer les leçons de la paralysie du ciel européen après l'éruption volcanique islandaise. On apprend ce soir que l'Irlande pourrait décider de fermer à nouveau une partie de son espace aérien demain. Le volcan islandais, toujours en éruption, ne crache plus que des cendres en petite quantité, mais suffisamment pour que 2 aéroports écossais soient fermés aujourd'hui. En raison de son âge et de son passé au service de la France, Charles Pasqua a évité la prison ferme. La Cour de justice de la République a publié aujourd'hui son jugement à l'encontre de l'ancien ministre de l'Intérieur qui a été condamné vendredi à 1 an de prison avec sursis pour détournement de fonds. Eva Joly, ex-magistrate et eurodéputée d'Europe Écologie, estime aujourd'hui que pour des faits de corruption, les anciens ministres devraient être jugés par la justice ordinaire. Ce système est ce qu'il est. Moi, je crois qu'il est bien que ce soit une juridiction politique parce que ce sont des actes politiques. Autant je trouve pas facile pour les politiques d'assumer la responsabilité de juge, autant je pense que ça fait partie de nos responsabilités. 4 jours d'école buissonnière et c'est l'avertissement, une récidive et les allocations familiales sont suspendues. On en sait un peu plus aujourd'hui sur la proposition de loi déposée par le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, sur la suppression des allocations familiales pour absentéisme. Pour les familles qui auront vraiment, je dirais au bout du bout, refusé cette main tendue, alors il peut y avoir la crainte de la sanction, il peut y avoir la vertu pédagogique de la crainte de la sanction. Un projet censé responsabiliser les parents. Tout le monde sur le terrain, les profs, les parents d'élèves, les assistantes sociales, vous disent c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que chaque fois que ça a été mis en œuvre, c'est déjà possible dans tel ou tel département. Ça n'a pas permis de lutter efficacement contre les problèmes qui étaient posés. Moins long, moins cher et surtout plus sûr. Depuis ce matin, le nouveau permis de conduire est en vigueur. La conduite accompagnée facilitée. L'examen lui compte toujours 40 questions remises au goût du jour. Un nouveau mode de notation fait son apparition. L'examinateur ne traque plus les fautes, mais les compétences du candidat. Une conduite courtoise ou économique vous rapporte chacune un point. Attention tout de même, un stop ou un feu rouge grillé ou un rond-point mal pris. Et c'est reparti pour un tour. Retour sur le plateau avec la chronique de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors on sait que le gouvernement cherche par tous les moyens à réduire les déficits du pays et selon les Échos de ce matin, il réfléchirait à taxer les niches sociales, c'est-à-dire entre autres les tickets restaurants. Alors certaines niches sociales, d'ailleurs cet après-midi Bercy a dit les tickets restaurants, évidemment nous examinons cela, ni plus ni moins que les autres niches sociales, qu'appelle-t-on les niches sociales. Il s'agit de rétributions qui sont données aux salariés qui ne supportent pas de charges sociales. De quoi s'agit-il? Principalement tout ce qui est épargne salariale d'entreprise, tout ce qui est prévoyance spéciale d'entreprise, retraite supplémentaire notamment, tout ce qui est aide directe aux salariés dont font partie
réparti justement les tickets restaurants, ou plutôt les titres restaurants et les chèques voyage ou les aides des comités d'entreprise. Donc l'ensemble de cela, ça représente à peu près une assiette fiscale, puisqu'on parle de tickets restaurants, une assiette fiscale de l'ordre de 41 milliards d'euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas de leur faire supporter l'ensemble des charges sociales qui sont dans d'autres rétributions salariales, mais de regarder si on ne pourrait pas appliquer une sorte de forfait social. Alors par exemple, pour les tickets restaurants, si jamais ils passaient dans le collimateur, ça ne rapporterait pas beaucoup d'argent, 100 millions d'euros, mais le principe serait donné, tout ce qui est rétribution directe ou indirecte subit une charge sociale. Mais Jean-Louis, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'on taxe ces tickets restaurants? Alors justement, parce qu'au départ, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un titre restaurant, c'est ça le titre, le nom exact, que l'on donne à des salariés qui ne travaillent pas dans des entreprises où il y a des cantines. Alors évidemment, c'était pour rééquilibrer un petit peu la situation entre les salariés qui travaillent où il y a des cantines et les salariés qui travaillent où il n'y a pas de cantine. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au fur et à mesure que les années ont passé, ces tickets restaurants deviennent carrément du liquide, une monnaie. On va dans un supermarché, on achète des choses qui n'ont rien à voir avec la restauration. Il y a un décret qui se prépare pour permettre, avec ces tickets restaurants, d'acheter des fruits et des légumes. Madame Lagarde a dit elle-même qu'elle réfléchissait à savoir si on n'allait pas pouvoir acheter avec cela des produits laitiers. Donc bref, ça ne devient plus un ticket restaurant, ça devient un bon d'achat alimentaire. Autrement dit, on dit, mais attention, si c'est un bon d'achat alimentaire, c'est pratiquement un salaire indirect. Donc il serait normal que l'on taxe le salaire indirect, par exemple, comme on le fait d'une voiture de fonction, notamment. Donc le salaire indirect, et c'est important parce que pour les salariés, c'est à peu près, pour ceux qui en reçoivent, il y en a 3 millions qui reçoivent des tickets restaurants chaque année, ça représente un salaire de 1 000 € par an, ce qui est donc pas négligeable. Oui, mais si on met le doigt dans cet engrenage, à ce moment-là, si on met une charge sociale sur le ticket restaurant, pourquoi pas le déclarer à l'IRPP comme un revenu, donc on ne s'en sort pas. Bon, le fait c'est qu'on cherche de l'argent par tous les moyens et on a trouvé ces braves tickets restaurants et on trouvera certainement d'autres choses encore. Merci beaucoup Jean-Louis, donc on en reparlera encore. Vous restez avec nous dans un instant. L'invité du 22h, c'est l'économiste Nicolas Bavret. Nous évoquerons ensemble évidemment l'aide accordée à la Grèce, notamment l'aide française, alors que les parlementaires PS et UMP sont sur le point en ce moment même de voter en faveur de ce texte prévoyant, vous le savez, jusqu'à 16,8 milliards d'euros de prêts sur 3 ans. L'effet avec Flora Sauvage. Quand le porte-parole du parti présidentiel congratule l'ancien patron du parti de l'opposition, ça donne ça. Je tiens à rendre hommage à François Hollande. Je sais que ça n'a pas été facile dans sa famille politique, mais il a su adopter une position courageuse parce que c'était l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Europe qui était en jeu. Interrogé sur RTL aujourd'hui, François Hollande, l'ex-premier secrétaire du Parti socialiste, a affirmé qu'il voterait pour le plan du gouvernement d'aide à la Grèce. Je trouve ce plan bien tardif, mais suffisamment massif pour briser la spéculation. Et c'est le sens de mon vote. Lors du point presse de l'UMP ce matin, Frédéric Lefebvre en remet une couche. On sait tous que ça n'a pas été simple à l'intérieur du Parti socialiste, mais la manière dont il a pris à bras-le-corps lui-même ce dossier au Parlement et à la Commission des Finances méritait qu'à l'UMP, nous lui rendions hommage. Pourtant, François Hollande ne sera pas le seul à voter le prêt à la Grèce de 6 milliards que le gouvernement présentera au Parlement cette semaine. Députés et sénateurs socialistes voteront pour. Le PC, lui, votera contre. Jean-Louis est resté avec nous et l'invité du 22h nous a rejoint. Nicolas Bavret, bonsoir. Bonsoir. Économiste et essayiste, nous allons parler avec vous de cette aide sans précédent, 110 milliards d'euros donc sur 3 ans pour la Grèce. Est-ce que d'abord ce plan d'aide est suffisant pour éteindre l'incendie ? Alors, on va voir, normalement ça couvre les besoins de la Grèce entièrement pour 2 ans et pour la 3e année à hauteur à peu près des 2 tiers. Donc normalement, le problème de liquidité de la Grèce est réglé. Il reste un problème très important qui est le problème de la solvabilité, c'est-à-dire est-ce que pendant ces 3 années, la Grèce va arriver à redresser suffisamment son économie pour pouvoir ensuite d'abord rembourser, y compris une partie des fonds qui lui sont apportés là par l'Europe et le FMI, et puis ensuite, bien sûr, retrouver l'accès au marché et pouvoir de nouveau fonctionner comme un pays normal. Pendant cette période de 2 ans, Nicolas Bavret, est-ce que ce plan va calmer les ardeurs des spéculateurs ?
Alors ça, on aura la réponse dans les prochaines semaines. Donc rien n'est sûr. Non, rien n'est sûr parce que, et c'est là où l'Europe a quand même une responsabilité, c'est qu'en tardant pendant ces 2 mois et demi, on a quand même installé la crise des risques souverains, donc la crise des risques d'État, et on a installé une autre idée, c'est que l'Europe n'était pas capable de gérer ces crises, en tout cas pas toute seule. À mon avis, c'était très raisonnable de demander l'aide du FMI parce que c'est le FMI qui a l'expertise pour traiter ce genre de problème. Simplement, on l'a fait. Il y a eu tellement Angela Merkel, oui. C'est le FMI qui a la plus grande expérience. Entre les uns et les autres que l'Europe s'est quand même considérablement décrédibilisée. Donc, d'une manière générale, on va avoir pendant les mois qui viennent tous les pays européens, notamment ceux qui sont les plus vulnérables. On a parlé du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande ou de l'Italie, mais la France en fait également partie. Il va falloir être extrêmement sérieux dans la gestion des déficits et des dettes. Je donne la parole à Jean-Louis, mais juste un mot quand vous dites que la France en fait partie, c'est-à-dire que la France peut connaître la même situation que la Grèce ? Alors la France n'est pas dans la situation de la Grèce pour l'instant, mais elle est sur la même trajectoire que la Grèce. C'est-à-dire que la France va avoir une dette qui va être comprise, qui va autour de 100% du PIB en 2012. Elle a un déficit structurel de 6,2% qui est parmi les plus élevés. Elle a 56% du PIB de dépenses publiques. Elle a 47% du PIB de prélèvements quand on intègre tous les redevances. Donc elle a peu de capacité par ailleurs à augmenter les impôts. Donc il y a une situation en France qui pour l'instant est assez protégée, notamment par la proximité avec l'Allemagne, mais il y a une situation qu'il faut prendre aujourd'hui tout à fait au sérieux. Et une chose qui est peu souvent rappelée, mais il y a des études qui ont été faites sur les États surendettés depuis plus d'1 siècle. Et en fait, quand un État dépasse 90% de dette publique, la croissance diminue beaucoup. Et il y a un rapport de 1 à 4 entre les États qui ont plus de 90% de dette publique et puis les États qui ont 30% de dette publique. Or, je rappelle que le monde émergent aujourd'hui est à 30% de dette publique et que tout le monde développé va être au-delà de 90% de dette publique. Jean-Louis. Alors, quand on écoute Nicolas Bavray, on sent bien qu'il y a un point d'interrogation. Et j'en rajouterai un autre, c'est quand même la conjoncture économique. C'est-à-dire qu'on est parti quand même pour 2010, pour la Grèce, sur une baisse du PIB qui sera peut-être de 2%, certains parlent de 4%. Si on est dans un tel profil de conjoncture, il est impossible que la Grèce puisse s'en sortir. Je pense qu'on a peut-être tardé. Le fait qu'on ait débloqué ce plan d'aide de 110 milliards d'euros est une bonne chose, car le débat a quand même existé, s'il fallait ou pas le faire, bien entendu. Or, je pense qu'on a tranché dans le bon sens. Mais mon sentiment, c'est que ce plan ne fait que nous donner du temps pour résoudre la question de fond, qui sont des problèmes structurels qui sont posés sur la question même de la zone euro. Et c'est parce que c'est ça qui est posé comme question. Est-ce que la Grèce doit rester dans la zone euro ? Ce problème se pose encore d'ailleurs, Nicolas Bavray Il ne se pose pas à court terme, mais ce qui est vrai, c'est que derrière le cas grec est un cas extrême à cause du caractère complètement fallacieux des comptes, à cause également d'une compétitivité très basse. Mais sous le problème grec, on a 2 grands problèmes. Premièrement, pour éviter une grande déflation mondiale, tous les pays développés se sont endettés de 40 points de PIB pour éviter la déflation en 2009 quand on étale ça sur plusieurs années. Donc, il y a une énorme montée de la dette dans tous les pays développés. Et sur la zone euro, il est vrai qu'en dehors de l'Allemagne qui est compétitive, tous les autres pays à des degrés divers. Donc il y a déjà 2 zones euro, vous êtes en train de nous dire. Il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et puis il y a l'Italie, la France. Ça c'est vrai. Enfin, il y a une zone euro monétaire pour l'instant. Et il y a des zones euro divergentes sur le plan économique. Ça, c'est tout à fait vrai. Et le problème qui est posé, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire vivre effectivement des pays qui sont à la fois surendettés, sous-compétitifs, qui doivent vivre avec une monnaie surévaluée. Ça devient effectivement. Il y a un point peut-être dont on n'a pas encore parlé, c'est la situation en Grèce, c'est-à-dire ce sont des mesures d'austérité qui sont très difficiles. Est-ce qu'on peut prévoir malheureusement le scénario catastrophe, c'est-à-dire un clash, un choc social qui entraverait toutes ces mesures d'austérité et qui mettrait à mal ce plan ? Alors, les 2 évolutions sont possibles parce qu'y compris au sein du monde développé, on a eu des réussites et des politiques de désendettement extrêmement rapides et fortes. Ça a été le cas au Canada, ça a été le cas en Suède, ça a été le cas en Australie avec des baisses en pratiquement une décennie, des baisses de l'ordre de 40 points de PIB de dette publique. Donc,
On peut tout à fait arriver à conduire des restructurations de dette, mais ça suppose une conversion du modèle économique. Et donc, il faut que les Grecs... La population suive, surtout, oui. Alors, il y a évidemment une acceptabilité politique et sociale. Et puis derrière, il faut effectivement que le modèle économique s'adapte. Tiens, Jean-Louis. Alors, il est vrai, mais ces pays, Canada, Suède, sont des pays tout à fait différents de celui de la Grèce. La Grèce est vraiment, je dirais presque... Il faut peut-être comparer à ce qui s'est passé avec le problème de la dette du Sénégal, par exemple, même si évidemment, mais c'est un peu les mêmes structures. Vous avez une économie, c'est 70% de services. Il n'y a pas d'industrie. L'agriculture est très faible. Donc on est dans un pays quand même qui est à la limite peut-être du sous-développement. Donc c'est difficile de comparer avec le Canada, etc. Plus, la réflexion doit être poussée plus loin. Parce que si effectivement, comme l'a dit Nicolas Bavrez tout à l'heure, des pays comme le Portugal, l'Espagne, il faudrait peut-être y ajouter l'Irlande, connaissent un peu le destin que nous venons de connaître pour la Grèce. Un article ce matin publié dans le Financial Times disait que là, l'addition serait de 1000 milliards d'euros. Autrement dit, nous sommes devant une situation où il faut absolument que l'on engage une réflexion fondamentale sur la situation de ces pays, car on risque de se retrouver brutalement. Déjà que l'on reproche de ne pas avoir agi assez tôt sur la question grecque, on risque de se retrouver brutalement devant un véritable mur. Il y a un autre point, c'est Angela Merkel qui continue son tour de vis aujourd'hui et qui demande qu'à l'avenir on retire le droit de vote à un pays en déficit excessif. Est-ce que c'est la mère fouettarde aujourd'hui, Angela Merkel ? Je pense que, enfin, elle a fait un pari, mais qui m'apparaît un pari extrêmement dangereux, parce que l'addition a considérablement augmenté, et puis il y a l'addition pour les États, il y a aussi tout ce qui a été perdu sur les marchés, et les risques supplémentaires pour les banques. Le pari d'Angela Merkel, c'était effectivement d'être extrêmement dur, pour d'abord se servir du cas grec pour que les autres pays en difficulté aient vraiment peur et prennent le problème de la dette au sérieux, et pour avoir par ailleurs un système de suivi extrêmement lourd de ce qui se passe et précis de ce qui se passe en grec. Ouais. Ça est plutôt normal parce que je rappelle que, y compris la France, qui est un pays surendetté, et pour aussi un enjeu électoral chez elle. Oui, mais on va quand même être en risque de 18 milliards d'euros sur la Grèce. Le contribuable français va porter un risque de 18 milliards d'euros sur le plan de restructuration de la Grèce, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Donc, je pense que côté Madame Merkel, il y a incontestablement, c'est quelqu'un qui gère sa coalition plus qu'elle ne fait de la grande politique. Ça, c'est vrai. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle pose à sa manière des problèmes qu'on rappelait qui vont être posés avec elle ou sans elle. Et ce problème massif, c'est que les règles que nous avons mises en place pour gérer la monnaie unique lors du traité de Maastricht sont des règles qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que d'un côté, on est incapable de gérer des crises avec ce qu'on appelait la clause théoriquement de non-bail-out, donc de non-renflouement d'un État en difficulté. Donc là, non seulement on renfloue, mais en plus la Banque Centrale Européenne va faire ce que normalement elle s'était interdit de faire, c'est-à-dire qu'elle va racheter en direct sur le marché des titres de dette grecque pour les soutenir. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on n'a pas de capacité à gérer les crises et que cette zone, elle ne peut pas vivre sans une vraie solidarité budgétaire, fiscale et peut-être demain sociale, parce que, y compris en Allemagne, ce qui était intéressant, c'était de voir des Allemands qui disaient « Nous refusons de payer en partant à la retraite à 67 ans pour des gens qui partent à la retraite à 50 ans ». Et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça pose d'une manière détournée le problème d'une certaine harmonisation sociale. Bien sûr. Un autre sujet dont on a beaucoup parlé, notamment avec vous, Jean-Louis et Christine Lagarde, on a parlé ce matin sur Europe 1, ce sont les agences de notation. Ce sont des boucs émissaires ou des vrais coupables ? Moi, je pense que ce sont des boucs émissaires. Dans le cas de l'Espagne, je pense que S&P Standard & Poor's, S&P, pour ceux qui ne sont pas encore habitués. Excusez-moi, mais a franchi une ligne jaune qu'on ne doit pas franchir normalement, c'est-à-dire qu'ils ont publié la dégradation de l'Espagne de manière extrêmement brutale et au milieu de la semaine, donc ça a eu un effet. Alors qu'on voit la phrase de Christine Lagarde, je crois qu'un certain nombre de règles devront être fixées, on ne dégrade pas un pays de manière hâtive. Voilà, et surtout, généralement, quand un problème se pose, on publie ça le vendredi soir, ce qui permet à tout le monde de réfléchir pendant le week-end et aux responsables politiques du pays en question de pouvoir intervenir. Il est clair que quand on fait ça au beau milieu des marchés, alors qu'on est déjà dans une tourmente épouvantable, on fait un maximum de Et c'est pas fini, parce que, et d'ailleurs Jean-Louis, je vous pose la question, les agences de notation ont prévenu qu'elles pourraient encore abaisser la note de la Grèce si le gouvernement perd le soutien de sa population.
C'est responsable comme attitude, ça? Si le problème était simplement un problème de timing, on est dans un autre type de problème, mais pourquoi, par exemple, la dette française n'est-elle pas dégradée? Pourquoi la dette du Royaume-Uni n'est pas dégradée? On a l'impression qu'on écrase les petits. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi la dette américaine est toujours à un triple A? Donc ça pose quand même un certain nombre de questions sur le caractère, je dirais, scientifique et véritablement impartial de la manière de noter. Alors, dernière question de Nicolas Bavray. Est-ce que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, est-ce que ça ne donne pas raison à un homme que vous connaissez bien, avec qui d'ailleurs vous avez travaillé, qui est Philippe Séguin sur l'Europe? Je crois que toute une partie des critiques proprement économiques qui ont été faites à la monnaie unique quand elle a été créée sont des critiques qui étaient tout à fait fondées. Les critiques selon lesquelles cette zone ne remplirait pas les conditions mises par les économistes pour une zone économique optimale, avec l'absence de pouvoir politique, l'absence de solidarité budgétaire et fiscale. Tout ça, c'était absolument réel. Il aurait dit, je vous l'ai dit ce soir. Oui, la deuxième chose qui était tout à fait réelle, c'est que on a quand même mis en place un système qui est un système déflationniste. Quand on prend la performance de l'Euroland sur maintenant une décennie, c'est une performance économique qui est en réalité pas supérieure à celle du Japon. On se traîne autour de 1,1% de croissance et par ailleurs, on a un chômage qui est extrêmement important. Donc, les seuls qui s'en sont tirés, c'est les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un programme d'ajustement de leurs coûts drastique qui leur permet d'être compétitifs, même avec une monnaie très surévaluée et avec ce système-là. Pour la plupart des autres pays, en tout cas, les autres pays n'ont pas fait cet effort et se retrouvent dans une situation... Alors Nicolas Bavray, Jean-Louis, on va voir le sondage, la question qu'on a posée avec notre partenaire, le Figaro.fr. Vous allez la voir s'afficher sur votre écran. La voici dans quelques instants. Plan d'aide européen. La Grèce est-elle tirée d'affaire? Vous le voyez, ils ont dit un petit peu la même chose que vous, Nicolas Bavray. Non, 82% en tous les cas. On attend de voir ce que ce plan d'aide donnera. Merci beaucoup d'avoir été... Les Français sont raisonnables. Il faut maintenant mettre en place tout ce qui a été décidé et il y a beaucoup de risques. Et beaucoup de risques. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. C'est la dernière page. On va parler d'ailleurs d'un pays d'où vous revenez, les États-Unis, où le combat continue contre la marée noire. On sait qu'à l'instant où je vous parle, en tous les cas, elle n'a toujours pas atteint la côte. Côté remboursement des dégâts, c'est la compagnie BP qui a assumé la pleine responsabilité de cette catastrophe. Et côté politique, Barack Obama, évidemment, ne ménage pas ses efforts, histoire de ne pas répéter les erreurs de George Bush, vous vous en souvenez, lors de l'ouragan Katrina, c'était en 2005. Regardez le sujet de Marie Brémaud. L'administration Bush et sa mauvaise gestion de la crise lors de l'ouragan Katrina en 2005 a laissé des traces. Alors, face à l'une des plus importantes marées noires jamais connues qui s'abat sur le golfe du Mexique, le président Obama se veut présent, compassionnel à l'écoute des habitants touchés, mais également ferme à l'encontre de l'entreprise responsable de la catastrophe écologique. Que les choses soient bien claires. BP est responsable de cette fuite. BP paiera. En tant que président des États-Unis, je ne ménagerai pas mes efforts pour répondre à cette crise. Agir et surtout le faire savoir, Barack Obama s'est rendu dans la région sinistrée rapidement après la mise en place des secours. Les moyens déployés par le gouvernement américain sont nombreux. 1900 personnes à l'œuvre, 300 bateaux, un avion sur zone en permanence. Le président démocrate espère ainsi contrer les critiques de ses adversaires politiques qui commencent déjà à se faire entendre. Les conservateurs reprochent ainsi à Barack Obama son manque de réactivité face à la catastrophe. Il est notre invité, le journaliste et essayiste américain Ted Stanger. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, est-ce qu'on peut faire une analogie avec l'ouragan Katrina ? Oui, on peut. Je crois que c'est un peu hâtif de le dire comme ça parce que avec l'ouragan de Katrina, c'était beaucoup plus visuel. On voyait des gens, des pauvres gens qui étaient vraiment isolés, qui n'avaient pas de quoi manger ni de boire. C'était vraiment un drame tout à fait à l'échelle humaine. Tandis que là, c'est autre chose. C'est quand même un drame écologique qui se dessine. C'est grave, bien sûr, mais ça n'a pas la même force pour la télévision, pour les petits écrans aux États-Unis. Voilà, exactement. Évidemment. Et, alors, on voyait Barack Obama, qui ne ménage pas ses efforts, très présent sur place. Comment il gère cette situation ?
Je crois qu'il le fait de manière assez calme. Il suit le dossier, il a l'air de savoir de quoi il parle. Tout d'abord, il a un avantage, il n'était pas en vacances au moment où ça s'est arrivé. C'était le cas de George Bush et qui n'a pas voulu rompre ses vacances non plus. Il a mis le temps pour le faire. Tandis que Barack Obama est là, à la Maison-Blanche, il se déplace pour aller vers la côte menacée. Donc, il a l'air d'être présent. C'est ça qui est important. Oui, il a l'air d'être présent, mais sa situation est un peu compliquée parce qu'il faut agir sans trop se mettre en avant pour pas montrer que c'est la faute de l'administration, mais la faute de la compagnie BPO oui, en même temps. C'est vrai. Et vous savez, aux États-Unis, on aime bien les entreprises, par contre. Donc, mais il a dit carrément parce que c'est une entreprise étrangère. La BP n'est pas américaine. Donc, il a dit carrément la BP doit payer. Voilà, ça y est. Mais cela ne change pas le fait que l'écologie américaine, surtout dans cette partie du pays, est très menacée. Par contre, il a un avantage. Ce n'est pas les côtes touristiques, hautement touristiques. Ce sont des oiseaux et des poissons. C'est pas des touristes. Sans oublier quand même les pêcheurs et tous ceux qui travaillent autour de cette zone qui sont fortement touchés et qu'on voit. Vous savez, moi j'ai grandi aux États-Unis, je n'ai jamais mangé de poisson frais. Ça ne fait pas partie de la vie quotidienne des Américains, je veux dire la grande masse des Américains, comme c'est le cas en France. Donc le fait que quelques poissons ne seront pas sur les tables, des poissons frais, n'est pas une tragédie pour les gens dans le Montana, ni en Californie, ni dans l'Ohio, là où j'ai grandi. Alors on parle beaucoup des sondages qui vont, qui viennent, qui montent et qui descendent. Barack Obama fait face à cette catastrophe naturelle. Il fait face aussi à une tentative d'attentat qui a heureusement échoué. Où en est-il aujourd'hui dans l'opinion publique? Comment il est perçu? Bon, ben, ça va pour l'instant. Il a fait passer la réforme, enfin une petite réforme, disons, de santé, donc ça va un peu mieux. Il est dans les sondages mieux qu'on pouvait croire à ce moment-là, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 1 an et demi après, on sait très bien que les présidents en exercice commencent à baisser un petit peu, parce que ce ne sont plus des candidats. Par contre, je crois qu'il a beaucoup de mal devant lui, beaucoup de problèmes. Une loi sur l'immigration, par exemple, est très contestée. Défi à venir, oui. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes pour lui dans le Congrès. Et un des problèmes majeurs pour lui, c'est qu'il a beaucoup de problèmes avec ses rapports avec les élus. Et comme on sait, dans quelques mois, dans 6 mois, ben, il y aura des élections aux États-Unis. Et ces élections comptent pour beaucoup. Et on serait ravis. Vous allez venir nous en parler. Ted Stanker sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal et votre soirée se poursuit. Je vous le disais dans un instant, ce sont les dessous de la loi avec les yeux dans les jeux. Ne ratez pas ce rendez-vous. Belle soirée à vous. C'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2002. J'ai pris la dimension d'un fossé qui se creusait ou qui pouvait se creuser entre notre démocratie représentative et l'immense majorité des citoyens qui souffraient dans le fond. Et j'ai pris conscience que la France était un pays qui, d'une certaine manière, allait mal. Certainement m'occupant d'autre chose et puis en ayant, je l'espère, tout fait pour assurer le renouvellement des générations, notamment en politique. Je vais vous faire une confidence. Au départ, j'étais sceptique et aujourd'hui, je constate un vrai succès de la chaîne Public Sénat puisque lorsque nous sommes dans nos territoires, eh bien, nous en entendons directement parler par nos concitoyens et on est souvent interpellés sur ce qu'on a dit ou sur ce qu'on n'a pas dit ou sur ce qu'on a vu au Sénat. En tout cas, je crois que Public Sénat joue un rôle tout à fait important dans la formation à la citoyenneté pour les Français et permet peut-être aussi de faire comprendre que la politique, c'est pas uniquement des petits mots, des petites bisbilles, c'est aussi des gens qui travaillent et qui essayent de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les gens là où ils vivent. Le 6 mai prochain, les Anglais sont appelés aux urnes pour élire leur futur Premier ministre. Qui de Gordon Brown, David Cameron ou de Nick Clegg remportera ces élections législatives? Réponse jeudi à 22 h dans une édition spéciale présentée par Sonia Mabrouk sur Public Sénat.
BetClick, Unibet, Winamax, PokerStar. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant déjà 3 millions de Français jouent de l'argent sur Internet, sur ces sites en ligne. On y trouve des paris sportifs. On parie sur des matchs de football, de basket ou de tennis, et du poker en ligne, le jeu hyper tendance. En 2-3 clics, on rentre ses coordonnées, son nom, le code d'accès de la carte bleue, etc. En 5 minutes, si j'ose dire, c'est fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément conscience de jouer sur des sites illégaux. C'est pas plafonné. On peut jouer des mises à 2 $, 4 $, etc. Il y a même des parties qui montent jusqu'à 1 000 $. Depuis la France, 22 000 sites de jeux en ligne sont accessibles, dont un quart en français. Basés à Malte, à Gibraltar ou à Londres, ils sont totalement illégaux aux yeux de la loi française, ni contrôlés, ni taxés par l'État. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser la France comme ça, avec des sites illégaux partout, et s'il y en a partout, on ne peut pas les contrôler, et qu'il fallait prendre en compte ce phénomène de jeu, qu'il fallait définir un cadre légal permettant aux joueurs français d'y avoir accès. C'est ce que nous avons fait. Le gouvernement a donc décidé de faire une loi. En mars 2009, elle est présentée en Conseil des ministres, et c'est Éric Woerth, alors ministre du Budget, qui sera son promoteur. Bienvenue dans les coulisses d'une loi passée presque inaperçue, une loi qui touche autant aux aspects financiers qu'à la santé et qui posera plus de difficultés que le gouvernement l'avait prévu. Soirée Unibet, un opérateur de paris sportifs, bénéfice net en 2009, 29 millions d'euros, près de 300 000 joueurs actifs. Champagne et petit four, ce soir-là, ils reçoivent les journalistes pour une opération séduction. Dans quelques jours, comme vous le savez, le débat parlementaire va démarrer puisque c'est le 7 et 8 octobre. On va parler d'un grand sujet, que c'est la libéralisation des secteurs des jeux en ligne et donc des paris sportifs. Et donc ce soir, vous allez pouvoir participer à une soirée de paris live. C'est sûr qu'ils ont plus de chances de gagner la deuxième mi-temps vu qu'ils ont mis un but en deuxième mi-temps. Le lieu a été bien choisi. L'opération se passe au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Pour être coteur, hein. Pour être coteur. Super bien. Pour être coteur. Parc des Princes, c'est pas tout à fait un hasard puisque je crois que c'est un secret de polichinelle. On est effectivement en relation assez étroite avec le PSG puisque normalement à partir de l'ouverture du marché nous serons le partenaire du PSG et notamment son partenaire maillot. Et en plus du partenariat avec un club de football, Unibet a aussi négocié un partenariat avec une radio nationale. Vous voulez voir que la radio existe. Unibet Radio, le journal des sports, Unibet Radio. C'est un partenariat qu'on a monté avec notre partenaire RMC et on a monté ensemble finalement la première radio des paris. Tout est si bien organisé qu'on n'en oublierait